explication de comment on peut aménager ces pratiques, mais il y a des suggestions possibles si ça vous intéresse. Et évidemment, ça conduit à repenser le rôle et la nature des évaluations. Et puis, les outils numériques peuvent apporter une contribution intéressante. Bonjour Franck Ramus. Bonjour. Vous venez de faire une conférence au CLIC 2018, organisée par l'association Inversons la classe, sur la classe inversée. Et pourtant, vous nous avez dit, en résumé, il y a très peu d'études sur la classe inversée. Oui, en termes de recherche, on va dire expérimentale, méthodologiquement rigoureuse, qui compare un dispositif classe inversée sur un groupe suffisant d'étudiants versus un autre dispositif, une autre pratique pédagogique, c'est vrai qu'il y a relativement peu d'études actuellement publiées qui permettraient de tirer des conclusions fermes et définitives sur la classe inversée, c'est vraiment efficace, plus efficace que telle autre pratique. Donc c'est vrai que pour l'instant, voilà, on va dire que c'est un domaine émergent, il y a encore besoin de recherche. Mais dans la conclusion, pourtant vous dites, et par deux fois vous l'avez dit, je pense que je vais m'y mettre, mais quel est votre objectif dans ces conditions ? On voit bien qu'il y a quelque chose d'intéressant. En fait, peut-être à défaut d'évaluer la classe inversée en tant que telle, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ce que fait la classe inversée, finalement, c'est de libérer du temps de classe qui n'est plus consacré à l'apprentissage du cours, l'exposition passive au contenu, mais qui peut être consacré à autre chose. Et alors, à autre chose, quoi ? Là, le champ des possibilités est ouvert. Et sans doute l'efficacité de la classe inversée dépend de ce qu'on va mettre dans ce temps de classe libéré. Il y a plein de pratiques pédagogiques qui peuvent s'insérer là-dedans. Différentes personnes vont dire, ben voilà, moi je veux faire de la pédagogie active, je veux exploiter l'effet de test en quizzant mes élèves régulièrement, je veux faire de l'apprentissage collaboratif, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le temps libéré par la classe inversée. Et donc c'est là que les recherches ont des choses intéressantes à dire justement sur des pratiques pédagogiques spécifiques. En ce qui me concerne personnellement, la classe inversée m'intéresse dans un objectif plus d'essaimage. Vous voyez, par exemple, pour faire de la formation pour des enseignants, qui sont très nombreux en France, on pourrait avoir envie de faire un MOOC, de produire des vidéos qui apportent un contenu qui est, on va dire, théorique, fondamental, mais qui a besoin ensuite d'être explicité, décliné en termes de pratiques pédagogiques. Donc les vidéos pourraient être utilisées dans un dispositif de classe inversée et ensuite les formateurs, ça peut être à l'ESP, en académie, pourraient se saisir de ces vidéos et assurer la partie présentielle en faisant en quelque sorte le TD du cours, en mettant en pratique avec les enseignants les applications de ces contenus fondamentaux. Alors vous citez le fait que la classe inversée, en libérant du temps, ouvre un champ de possibles. Ce champ de possibles, les enseignants en parlent lorsqu'on leur pose la question « qu'est-ce que vous faites ?» Et ils ajoutent aussi autre chose d'important, ça permet d'avoir une autre posture et d'amener les élèves à une autre posture. Vous en pensez quoi ? C'est une manière possible de l'utiliser. On peut l'utiliser en faisant simplement des exercices, donc ça ne change pas forcément la posture, mais on peut l'utiliser pour changer la posture, par exemple faire de l'apprentissage coopératif, ce qui n'est pas la posture habituelle, et puis oui, pour mettre l'enseignant un petit peu plus au milieu des élèves et un peu moins devant eux. C'est une mise en œuvre possible de la classe inversée. Mais vous avez cité Éric Mazur en disant en fait c'est vieux comme le monde, presque. Oui, pas tout à fait vieux comme le monde, mais effectivement, Éric Mazur, il a commencé à mettre en œuvre sa classe inversée en 1991. Au début, il était un petit peu isolé à Harvard à faire ça, et puis ça a fait école petit à petit. Donc, mais oui, peut-être que ça remonte même avant que Mazur. Mais en même temps, ce que dit Mazur est intéressant. Il dit, bon, le mode d'enseignement magistral, qu'on appelle l'enseignement traditionnel, c'est vieux comme le monde. Et c'est assez logique parce que ça remonte à des milliers d'années, à une époque où il n'y avait non seulement pas Internet, mais il n'y avait même pas l'imprimerie. Donc les élèves ne pouvaient pas lire le manuel à la maison. Pour prendre connaissance du contenu, ils avaient besoin que quelqu'un leur lise le manuel. Et cette manière de procéder s'est transmise de génération en génération jusqu'à arriver dans nos classes et dans nos amphis aujourd'hui, avec des profs qui continuent à lire le manuel, en gros. Et donc le mode magistral, effectivement, c'est quelque chose qui était parfaitement naturel. C'était l'unique façon de faire avant qu'il y ait d'autres médias pour communiquer l'information.
Maintenant, il y en a d'autres. Il y a non seulement les manuels, mais il y a les vidéos, il y a les MOOC qui sont en ligne, et il y a plein d'autres choses. Et donc, évidemment, ça devient légitime de se poser la question, est-ce que cette transmission d'informations, c'est en classe que c'est le plus rentable de la faire, ou est-ce qu'il y a de meilleures façons d'utiliser le temps qui est passé en classe en commun entre les élèves et l'enseignant? Alors, il y a une question qui n'a pas été posée, que vous n'avez pas soulevée, qui ne vous a pas été posée, que je vais vous poser. Il y a un autre aspect, alors qui est certainement pas mesurable au plan scientifique du mot, mais il y a quand même un point qui apparaît, qui transparaît, c'est le plaisir d'enseigner des enseignants qui sont dans une démarche de classe inversée, et le plaisir, tout ça avec des guillemets bien sûr, d'apprendre des élèves. Vous en pensez quoi? Ça se mesure. Disons, je pense que les enseignants typiquement qui viennent ici sont des enseignants qui ont essayé ou qui ont envie d'essayer, et ceux qui ont essayé et qui continuent à le faire sont ceux qui éprouvent du plaisir. Ceux qui ont essayé et pour qui ça n'a pas marché, qui n'ont pas éprouvé du plaisir, ils ne sont pas ici pour le raconter. Donc si vous voyez un petit biais de sélection, et bon, en bon scientifique sceptique, je demande à voir des données. Mais je veux bien croire que au moins une partie des enseignants qui pratiquent la classe inversée en sont très contents et peut-être retrouvent du plaisir à enseigner par rapport à des pratiques qu'ils avaient avant. Mais je dirais que ça n'a rien d'automatique. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui prend du plaisir à faire du cours magistral. Je peux vous raconter ce que je sais pendant des heures et ça me convient très bien. Et par contre, je me rends compte que ça n'a pas forcément l'effet attendu sur mes élèves. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi d'essayer de changer un petit peu de pratique pédagogique en tant qu'enseignant. Mais sinon, pour l'enseignant, je pense que... Enfin, pour les enseignants qui connaissent bien leur sujet et qui savent l'exprimer clairement, il n'y a rien de plus facile et d'agréable que de faire du cours magistral. Hein. On pourrait peut-être conclure sur la question que pose Héloïse Dufour. En fait, faire des recherches sur les pratiques de classe inversée et tout ce qu'il y a autour permettrait d'avoir peut-être d'autres types de réponses? Oui, bien sûr, il faut faire beaucoup plus de recherches sur la classe inversée et sur plein d'autres sujets, sur toutes les pratiques pédagogiques. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en France, on parle beaucoup d'innovation pédagogique, on en fait, on encourage les enseignants à s'investir dans des projets d'innovation pédagogique, on les finance même dans une certaine mesure, mais on ne met pas en place une méthodologie d'évaluation qui permette à la fin de ce genre d'expérience de savoir si ça a marché ou pas. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui était vraiment innovant, qu'est-ce qui ne l'était pas. Faute d'une bonne méthodologie, à la fin, il n'y a jamais de conclusion à en tirer. Du coup, on ne sait pas s'il faut reconduire l'expérience, s'il faut la refaire à plus grande échelle ou s'il faut simplement arrêter, passer à autre chose. Ça, c'est vraiment dommage. Et je pense qu'en France, on souffre d'une forme de dédain par rapport à la méthode expérimentale qui est évidemment un petit peu compliquée et lourde à mettre en œuvre, mais qui finalement est donc qui compare différentes méthodes, qui prend des mesures, des évaluations avant et après, et qui fait des statistiques, etc. C'est la seule méthode qui, à la fin, permet de tirer des conclusions à peu près fermes en rejetant des hypothèses alternatives qui seraient, bah oui, les élèves ont progressé parce que de toute façon, ils ont grandi, par exemple. Donc les élèves progressent toujours dans ce genre d'expérimentation et c'est pour cette raison qu'on a toujours besoin d'un groupe contrôle pour savoir est-ce qu'ils ont progressé plus que si on n'était pas intervenu avec notre super pédagogie. Vous voyez, ce genre de truc de base, ça devrait devenir un réflexe de plus en plus pour les gens qui mettent en œuvre des projets avec des pédagogies innovantes. Mais toutefois, votre sentiment sur la démarche d'un collectif, d'une association, que d'organiser ce type de rencontre? Ah bah de toute façon, c'est toujours bien qu'il y ait des agitateurs de nouvelles idées et qui stimulent l'envie des enseignants. On a besoin de stimuler l'innovation pédagogique, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pour moi, ça doit toujours être assorti à une évaluation sérieuse et rigoureuse. Et donc voilà, c'est sur ce plan-là, je pense qu'on ne manque pas d'idées. En France, on n'a pas d'idées, mais on manque d'évaluation et du coup, on ne sait pas quelles sont les bonnes idées. Merci beaucoup, Franck Ramus. Je vous en prie.